Voilà, tu peux y aller. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire où on va traiter des friches, un écosystème assez intéressant, un peu méconnu aussi, là. Et on va vous parler de la conservation des friches, Laura et moi. Donc, merci à tous et bienvenue à ce webinaire. Je ne sais pas si les caméras et les micros sont fermés, je pense que oui, pour l'instant d'entrée de jeu. Euh, on va prendre, premièrement, le webinaire est actuellement en cours d'enregistrement, puis l'enregistrement du webinaire va être disponible sur la chaîne YouTube de Québec Oiseau après la présentation. Puis on va aussi rendre disponible la présentation en format PDF, donc si les gens veulent consulter directement le PDF sans voir la vidéo, ben, vous serez bienvenus de le faire. Puis, on va prendre les questions seulement à la fin du webinaire. S'il vous plaît, il y a un onglet en bas en bas de la page Zoom, questions et réponses ou Q&A ou Q&R selon la langue de votre Zoom. Donc, écrivez vos questions dans les questions en bas et on va traiter les questions en ordre à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on va parler des friches. Les deux présentateurs, c'est Laura et moi. Laura, tu peux changer de diapo. Alors, ben, Laura Push, Laura elle a une maîtrise en biologie de l'Université Concordia, puis elle travaille chez Québec Oiseau depuis 2023, donc ça va faire presque 2 ans bientôt. Puis elle est impliquée dans divers projets de conservation des oiseaux champêtres, que ce soit au niveau de la sensibilisation, des mesures de conservation volontaire, des démarches d'intendance. Donc, oiseaux champêtres, martinets, c'est beaucoup de ces dossiers prioritaires. Et moi, Benoît Jobin, je suis au Service canadien de la faune d'Environnement Canada depuis près de 30 ans maintenant, là, à travailler essentiellement sur la conservation des espèces en péril dans le sud du Québec, dans les basses du Saint-Laurent. Oiseaux champêtres, hirondelles aussi, là, c'est mon champ d'expertise. Donc, ça va être nous, nos deux présentateurs d'aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour la présentation, il va y avoir une mise en contexte qui va être faite. Je vais vous présenter un peu pourquoi on fait ça, le webinaire aujourd'hui. Ensuite, Laura va prendre la parole là, pour le cœur du projet, là, pour présenter la valeur de conservation des friches et les outils qui ont été élaborés pour aller prioriser les friches pour la conservation de la biodiversité dans le sud du Québec. Ben, en fait, un peu partout au Québec, là. Alors, l'origine du projet, bien, pour mise en contexte, c'est qu'en 2019, Environnement Canada et toute une série de partenaires du gouvernement provincial, des groupes de conservation, des experts en planification de la conservation, on a produit l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, c'était un gros projet pour identifier les secteurs et les sites qui méritaient une attention particulière pour la conservation de la biodiversité. Et prochaine diapo, s'il vous plaît. Et pour l'Atlas, ben, l'objectif de l'Atlas, c'était de déterminer les territoires d'intérêt, mais c'était surtout d'outiller les partenaires, les organisations responsables de la mise en œuvre de la conservation sur où on pouvait retrouver les sites d'intérêt pour la conservation. Donc, parmi les écosystèmes qui étaient traités, on avait les milieux forestiers, on avait les milieux humides, les milieux aquatiques. Les milieux ouverts, c'était, je pense, la première fois qu'il y avait un exercice de priorisation sur un si grand territoire pour les friches et pour les cultures pérennes. Donc, c'était un ajout très important dans les exercices de planification passés, c'était d'ajouter les friches comme élément d'importance dans une planification territoriale pour la conservation de la biodiversité. Tout ça, c'était un intrant important dans la classe des basses terres qu'on avait produit. Ensuite, donc, le territoire couvrait l'écorégion des basses terres du Saint-Laurent, donc toute la partie essentiellement habitée où l'agriculture domine dans le sud du Québec, incluant la région de l'Outaouais. Et la prochaine. Pour ce qui est des friches, ben, en fait, l'intrant important pour l'Atlas des basses-terres, c'était une cartographie détaillée de l'occupation du sol pour tout le territoire. On avait colligé toutes les informations géospatiales les plus à jour et les plus précises au niveau de la répartition des friches et des forêts, des milieux humides et autres. Puis la cartographie de l'occupation du sol pour la période environ 2016, c'était notre intrant majeur pour aller prioriser nos territoires d'intérêt. Cette cartographie-là est disponible sur les sites là, à différents endroits sur les sites du gouvernement fédéral et provincial. Puis pour ce qui est des friches, bien, étant donné qu'on travaille sur un immense territoire, bon, on s'était donné une unité d'analyse pour aller prioriser les friches. Et ce qu'on appelait une friche adéquate, en fait, notre unité de base pour déterminer les friches qui pouvaient être priorisées, c'était les friches qui avaient une superficie d'au moins 5 hectares et des friches qui avaient un habitat d'intérieur de plus de 50. Donc, on voulait avoir des friches qui avaient une certaine forme
bon, un peu rondes, un peu rectangulaires ou autres, mais on voulait avoir des friches qui pouvaient soutenir des populations animales d'intérêt dans ce type d'écosystème. Ça permettait d'éliminer les friches linéaires comme les fossés et les haies brise-vent. Pour nos objectifs de conservation, on voulait avoir des friches avec une superficie minimale. C'est pas que les haies et les bandes riveraines n'auront pas d'intérêt pour la conservation. Il y a très grand intérêt, entre autres, pour la connectivité. Mais pour nos objectifs, on les avait éliminés d'emblée. Ensuite, pour la, la détermination des friches d'intérêt, on est allé en deux étapes. Une première étape était une analyse de sélection qu'on appelait, c'était d'aller pointer les friches qui étaient soit déjà incluses dans une aire protégée, soit privée, soit publique, ou qui étaient contiguës à une de ces aires protégées-là en vue c'est comme créer des zones tampons en périphérie des aires protégées. Et on avait aussi comme critère de sélection la présence d'espèces fauniques ou floristiques menacées ou vulnérables ou en péril à l'intérieur de ces milieux-là. Donc, on avait nos sites, ce qu'on appelle les friches incontournables, celles qui étaient sélectionnées avec ces critères-là. Et ensuite, on accordait une valeur de conservation à chacune des friches basée sur toute une série de critères de priorisation qui pouvaient être soit la superficie des friches, le pourcentage de friches dans un rayon d'un kilomètre autour de notre friche d'intérêt, la distance d'un milieu humide, parce qu'il y avait des considérations sur, entre autres, la sauvagerie nicheuse dans les friches. Donc, on avait des friches sélectionnées et des friches qui étaient priorisées pour atteindre un seuil de 20 de représentativité dans les territoires du sud du Québec. Donc, on avait au total environ 1300 friches adéquates, donc des friches de 5 hectares et plus avec un habitat d'intérieur d'intérêt. On voit un peu la répartition dans les basses terres du Saint-Laurent. Fait que ça éliminait les friches qui étaient situées sous les lignes de transport, de transport d'énergie. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, on avait 1300 friches adéquates dans le sud du Québec. Puis quand on appliquait les critères de sélection de priorisation, là, on arrivait à environ 200 friches qui étaient retenues comme friches d'intérêt. Donc, ça diminuait beaucoup. C'était une sur six qui était retenue comme friche d'intérêt. On voit un peu la répartition. Souvent, ces friches-là sont des friches de bonne superficie qui sont situées en périphérie des zones urbaines comme la ville de Québec, la ville de Montréal, autour de Trois-Rivières, des endroits qui sont souvent mis en friche ou qui sont en friche parce qu'il y a de la spéculation, il y a du développement immobilier qui peut s'en venir. On le voit aussi autour de Gatineau. Donc, en périphérie des grandes zones urbaines, il y a beaucoup de friches qui sont présentes puis qui ont quand même un très grand intérêt pour la conservation de la biodiversité. Donc, on avait 200 friches d'intérêt comme ça dans le sud du Québec qui étaient identifiées. Ensuite, pour les friches qui étaient situées sous les lignes de transport d'énergie, en fait, notre donnée de base, c'était les réseaux d'emprise d'Hydro-Québec. On n'a pas priorisé de site comme tel pour ces milieux-là, mais ces milieux-là, ils ont subissent, font l'objet d'une gestion de la végétation périodique. Puis c'est plus un mode de gestion de la végétation qui doit être considéré pour soutenir les populations d'espèces en péril ou de biodiversité. Un cas important, c'est la paruline aile dorée là, qui niche dans des emprises de lignes électriques là, dans le Haut-Saint-Laurent. Puis c'est bien connu. Donc, il y a eu des travaux que Québec Oiseau a fait avec Hydro-Québec pour que les besoins de la paruline aile dorée soient considérés dans la gestion de la végétation. Donc, tout le travail d'Atlas des basses-terres du Saint-Laurent, les données sont disponibles, il y a une diffusion publique, les données, les données géospatiales, les rapports, les webinaires, toute une série d'informations sont disponibles sur le site de l'Observatoire global du Saint-Laurent, l'OGSL. L'adresse courriel est là, c'est dans le catalogue de données de l'OGSL. Donc, vous pouvez avoir accès à toute une série d'informations, puis accès aux résultats et aux données géospatiales. Donc, un exemple, c'est pour ce qui est des friches, par exemple. Pour chacune des friches, on est allé mesurer et calculer les différents critères de priorisation, autant la donnée brute que la donnée normalisée. Donc, vous pouvez aller télécharger la donnée pour votre territoire qui vous intéresse, puis aller consulter directement le calcul des différents indices de priorisation, critères de priorisation qui sont associés à chacune des friches. Donc, c'est libre à vous, la donnée est là, puis on a fait ce travail-là pour vous, pour que les gens puissent utiliser cette information-là. Et il y a aussi sur le site de l'OGSL, il y a un outil de visualisation qui s'appelle Octo. Donc, vous pouvez aller sur Octo et aller visualiser pour le territoire qui vous intéresse directement avec les fonds de carte
les territoires d'intérêt. Donc, si, par exemple, ici dans le coin de Saint-Amable, si vous voulez aller voir où sont les territoires d'intérêt, vous allez dans Octo, vous zoomez, puis vous allez voir la répartition spatiale des territoires d'intérêt. Donc, l'Atlas comme tel a été fait pour les bâtisseurs du Saint-Laurent, mais l'espèce de méthodologie, la recette qu'on a élaborée, elle a été exportée vers d'autres grands territoires comme les milieux côtiers de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. La méthodologie a été aussi adaptée par Conservation de la Nature Canada pour élaborer la mise à jour de leur plan de conservation de certaines aires naturelles pour un plan de conservation des territoires d'intérêt pour les Laurentides méridionales. Ce plan-là a été rendu du public dans le courant de la dernière année. Donc, si ça vous intéresse, toute la partie nord des basses-terres du Saint-Laurent a été traitée un peu de la même façon que dans les basses-terres du Saint-Laurent. Donc, pour de grands territoires, ça a été très utile. Puis quand on arrive à des territoires un petit peu plus restreints, la prochaine diapo, c'est que l'Atlas peut aussi être adapté puis modulé en fonction du territoire d'intérêt et des objectifs de conservation. Donc, la méthodologie de l'Atlas a été adaptée pour des municipalités, pour planifier la conservation à l'échelle des municipalités, de MRC. On a vu beaucoup de travaux faits au centre du Québec par les MRC d'Arthabasca, Drummond, certaines municipalités. Puis, beaucoup des données de l'Atlas ont servi d'intrants pour la production des PRM-HH, puis des plans régionaux de milieux médiétriques et des milieux naturels, les PRM-HHN. Donc, ça a servi d'intrant important. Puis, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que voici, on procurait une recette, mais on disait aux gens, ben, vous pouvez adapter la recette, vous pouvez adapter les critères, vous pouvez adapter l'échelle spatiale d'analyse en fonction de vos besoins. C'est ça qui est vraiment la beauté de la chose, c'est que les gens ont pu s'approprier la méthode, les résultats, les données, puis de faire une deuxième priorisation à l'échelle de leur réalité régionale. Puis c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui là, sur comment on peut un peu adapter la méthodologie de l'Atlas pour prioriser les friches à des échelles un peu plus locales et régionales. Donc, je vais laisser la parole à Laura pour la suite, puis bonne continuation. Merci. Merci Benoît. Merci. Donc ça, avant de passer vraiment aux outils de priorisation qui ont été développés suite à la publication de l'Atlas des BTSL, il y a d'abord une étude qui a été effectuée afin de documenter la valeur de conservation des friches et les services écologiques qu'elles rendent. Donc vous pouvez retrouver cette étude sur le site web de Québec Oiseau qui est affichée à l'écran. Mais voilà, cette étude, elle dresse un peu l'état de la valeur écologique des friches. Elle dresse également un portrait quant à l'encadrement réglementaire des friches au Québec et elle expose les principales problématiques, menaces quand on en vient à la conservation de ces milieux. Donc, je vais commencer par une brève présentation en fait, de ce que vous pouvez retrouver dans cette étude-là. À commencer par tout simplement une définition de ce que c'est une friche. Donc, les friches sont des milieux ouverts transitoires qui résultent de l'abandon de cultures, de perturbations forestières telles que la coupe et le feu. Donc, elles sont caractérisées par une végétation de début de succession. Selon leur âge, elles peuvent être herbacées, donc dominées par des plantes herbacées vivaces, ou arbustives, donc dominées par une végétation ligneuse basse d'environ 2 mètres. Mais finalement, laissée à elle-même, une friche deviendra éventuellement une forêt. Euh, et pour commencer, un élément clé de la richesse des friches, c'est la biodiversité qu'elle abrite. Les friches accueillent une variété d'insectes, mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles. Et elles jouent un rôle crucial à divers stades de leur cycle de vie. Donc, que ce soit pour la protection, l'alimentation, la reproduction ou l'élevage des jeunes. Et puis, elle abrite notamment de nombreuses espèces en péril. Donc, on a ici, pour exemple, le goglu des prés et le monarque qui vont notamment se retrouver dans les friches herbacées. Puis, la couleuvre brune qui va profiter de la végétation plus hétérogène et du meilleur couvert végétal des friches arbustives. Et outre cette biodiversité riche que les friches abritent, elles fournissent également plusieurs services écologiques dont bénéficient les humains.
Donc ici, j'ai quelques exemples. On a notamment l'amélioration de la qualité de l'air avec la captation de particules fines et puis d'autres polluants atmosphériques. Les friches participent également à l'interception des eaux de ruissellement, ce qui va aider en fait à prévenir les inondations et à recharger les nappes phréatiques. On a aussi la création d'îlots de chaleur qui va modérer les températures locales et ça va être particulièrement important en milieu urbain où finalement les surfaces sont assez imperméables et puis la faible couverture végétale ben, augmente la température à l'échelle locale. Les friches représentent aussi un fort attrait pour une grande variété d'insectes pollinisateurs qui vont à la fois être importants pour la production agroalimentaire, mais aussi très importants pour les espèces insectivores, euh, dont des oiseaux en péril. Et enfin, on peut aussi citer les opportunités éducatives et récréatives que les friches offrent, avec notamment la possibilité d'observer la nature avec justement cette biodiversité riche et unique que l'on y retrouve. Malheureusement, les friches font face à de nombreuses menaces et donc les espèces qu'elles abritent également. Tout d'abord, la transformation naturelle donc, en forêt. Donc ça, c'est directement lié au caractère transitoire des friches dont je parlais un peu plus tôt. Un entretien ou des perturbations ponctuelles sont nécessaires pour maintenir les friches à leur état de friche, sans quoi elles se transforment en forêt. À ce moment-là, la végétation n'est plus propice pour les espèces qui dépendent des milieux ouverts. Donc, on peut observer une perte de biodiversité à ce moment-là. En milieu agricole, la principale menace, ça va être le reboisement ou la remise en culture des friches, tandis qu'en milieu urbain, c'est vraiment le développement immobilier qui va mener à la perte de ces milieux. On peut aussi mentionner, bien sûr, les perturbations par des activités humaines, que ce soit le passage euh, de marcheurs, de cyclistes, voitures, mais aussi la pollution, l'utilisation de pesticides en milieu agricole, de nombreuses activités humaines qui vont avoir un impact négatif et sur les friches et sur les espèces qui s'y trouvent. Et enfin, on va voir souvent la qualité de l'habitat dans ces milieux compromise par les tailles insuffisantes des friches, la fragmentation, l'isolement des autres habitats naturels, puis enfin l'envahissement par des espèces exotiques envahissantes comme le roseau commun pour n'en citer qu'une. Euh, donc, après la parution de cette étude, nous avons donc Québec Oiseau et Environnement et Changement climatique Canada développé le guide de priorisation des friches d'intérêt pour la conservation de la biodiversité dans le sud du Québec. Ça a été fait en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec et l'Union des producteurs agricoles de Montérégie, que l'on remercie au passage d'ailleurs. Euh, Toujours pareil, vous retrouverez ce guide sur le site web de Québec Oiseau. Vous retrouverez également, et je les présenterai un peu plus tard dans la présentation, mais vous retrouverez également les outils qui ont été développés avec ce guide, donc une fiche de terrain et un formulaire de caractérisation des friches d'intérêt. Mais pour commencer avec le guide, en fait, l'objectif du développement de ce guide, c'était vraiment de fournir une méthodologie à la fois simple et adaptable qui facilite la priorisation des friches d'intérêt pour la conservation. Donc, il s'adresse vraiment à tout gestionnaire de territoire, mais au sens large. Donc, vous soyez un organisme de conservation, une municipalité, une MRC, euh, peu importe. Ce guide vous aidera si vous souhaitez intégrer les friches comme élément de conservation, de mise en valeur dans vos projets. Euh, Laura, oui, dis-moi. est-ce que ça serait possible de soit d'approcher ton micro ou de monter ton volume? On a quelques commentaires comme de quoi on t'entend pas très bien. Euh, oui, si je peux.
faire ça, je vais essayer d'aller juste regarder les paramètres audio. Euh, ok. Ah, Est-ce que c'est mieux? très bien, merci. Merci. Merci Benoît. Euh, pour reprendre sur le guide, en fait, il s'agit d'un outil d'évaluation comparative. Donc, vous voyez la méthode décrite sur la droite de l'écran. Donc, en plusieurs étapes. Euh, la première étape essentielle est la détermination de l'objectif de conservation. Puis ensuite, on a un volet 1 qui utilise des éléments biophysiques qui permettront une première sélection des friches en utilisant des données géoréférencées. Puis un volet 2 qui comprend donc une visite sur le terrain qui permet la validation des éléments importants pour le maintien de la biodiversité. Et finalement, l'information compilée grâce à ces deux volets euh, doit vous aider à sélectionner les friches à conserver selon leur valeur écologique et sur le territoire visé par votre projet. Donc, pour développer ce guide et ces outils, on a procédé en trois phases. L'élaboration déjà des outils de base, une phase de test, et ça a vraiment permis en fait d'améliorer pour vous proposer une méthode qui soit simple, compréhensible et vraiment accessible à tous. Et donc, pour cette phase de test, on a sollicité donc l'aide de l'UPA Montérégie et du CREC pour appliquer donc toutes les étapes présentées dans le guide selon leurs objectifs personnels puis sur leur territoire. Québec Oiseau a fait de même. Donc pour vous donner un petit peu une idée des différents projets pour lesquels vous pouvez utiliser ce guide et ces outils, l'UPA Montérégie avait pour objectif donc d'identifier les friches agricoles à prioriser dans leur projet déjà en cours. Tandis que le CREC visait plutôt de cibler des friches intéressantes pour des futurs projets de conservation volontaire. Pour Québec Oiseau, donc on a mis au point donc un projet qui va me servir d'exemple en fait et qui va me permettre de vous présenter les différentes étapes euh, de la méthode et à commencer par l'objectif de conservation. Donc nous avons fixé la conservation de 20% des friches dans les basses Laurentides en mettant l'accent sur la protection du goglu des prés et de la sturnelle des prés, donc deux espèces d'oiseaux en péril qui utilisent les friches herbacées. Une fois donc l'objectif de conservation fixé, on passe au volet 1. Donc, la méthodologie du volet 1 est vraiment basée sur l'Atlas. Donc, Benoît a déjà présenté un petit peu les étapes. On va les revoir un peu plus en détail. Mais c'est ça, ce volet, c'est vraiment les analyses géomatiques, donc les analyses spatiales au moyen de systèmes d'information géographique, donc comme ArcGIS ou QGIS. Cette étape-là va être modulée à la fois par les objectifs de votre projet, mais aussi par la disponibilité des données géospatiales. Donc ici, vous pouvez voir sur l'image satellite le territoire que Québec Oiseau visait dans son projet. Puis première étape, donc l'acquisition des données. Donc de nombreuses sources de données sont disponibles, puis pour beaucoup gratuitement. Là, parmi celles que nous on a utilisées, il y a la cartographie de l'occupation du sol des basses-terres du Saint-Laurent, puis la carte éco-forestière de Données Québec. Euh, une fois les données rassemblées, il y a l'étape importante de définition de l'unité d'analyse dont Benoît a déjà parlé tantôt et qui permet d'exclure en fait les friches offrant un potentiel réduit pour la conservation de la biodiversité. Nous, on a suivi vraiment ce que l'Atlas préconisait, mais encore une fois, c'est modulable selon vos objectifs et votre projet. Donc nous, on y allait avec les friches ayant une superficie de plus de 5 hectares et dont le pourcentage de friches intérieures est supérieur à 5%. Donc notamment parce que les espèces que l'on visait, le goglu, la sturnelle, sont des espèces qui évitent plutôt les bordures parce qu'il y a un risque accru de prédation et de parasitisme de nid.
Donc ici sur les schémas que j'ai mis sur la diapositive, vous voyez vraiment cette idée et l'importance d'avoir un pourcentage d'habitat intérieur important pour éviter les effets de bordure. En fait, plus ce pourcentage-là est important, plus vous allez avoir une friche qui va se rapprocher de la forme carrée, enfin, voire même ronde. Et on va éviter donc euh, les friches allongées où l'effet de bordure est vraiment exacerbé. Finalement, donc sur notre zone d'étude et à partir des données acquises et puis une fois les filtres euh, passés pour avoir simplement nos friches dites adéquates, on voit sur la carte donc les résultats obtenus. On avait 88 friches dites adéquates sur le territoire visé. Étape suivante, donc c'est l'analyse de priorisation qui se fait en deux temps. Tout d'abord, le choix des critères qui sont déterminés en fonction des objectifs de l'utilisateur et qui peuvent à la fois illustrer des caractéristiques intrinsèques aux friches, mais aussi du paysage les entourant. Donc, par exemple, et nous, on a choisi de mettre l'accent sur la superficie et la forme pour avoir au maximum des friches de grande taille et de forme la moins allongée possible. On a aussi retenu le critère de pourcentage de friches dans une zone tampon euh, pour favoriser la connectivité entre les habitats des espèces visées. Puis la présence forcément d'occurrences, donc ça peut être floristique ou faunistique à haute valeur de conservation pour nous et comme on peut le voir sur la carte, on est allé chercher vraiment les occurrences de goglus des prés et de sturnelles des prés, que ce soit dans les friches ou dans la zone tampon, disons. Une fois donc ces critères choisis, on peut passer à l'étape d'analyse multicritères. Donc, ça permet d'attribuer en fait une valeur de conservation à chaque friche. Puis cette valeur peut être modulée avec des coefficients de pondération attribués à chaque critère, qui sont déterminés toujours pareil en fonction des objectifs de votre projet. Et à ce moment-là, ça permet en fait d'attribuer plus de poids à certains critères. Que vous jugerez plus important pour la conservation et le maintien de la biodiversité sur votre territoire. Donc, par exemple, pour Québec Oiseau, ça a été de mettre un coefficient plus important pour les occurrences de goglus et de sturnelles. Puis finalement, c'est ça. Une fois la valeur attribuée, on classe les friches par ordre décroissant de ces valeurs et on attribue un rang de priorité à chaque friche. Donc ici, j'ai mis en avant sur la carte donc les, euh, les 18 friches avec le rang le plus élevé parce que ça correspond à notre objectif de prioriser 20% des friches sur le territoire, puis donc les autres friches, les 70 autres friches qui sont jugées adéquates, mais qui ne seraient pas à prioriser selon notre analyse multicritère. L'étape suivante, c'est la validation de l'analyse de priorisation. C'est une étape très importante en raison notamment enfin, en lien avec le fait que ce sont des milieux dynamiques. Donc, les données géospatiales ne vont pas toujours refléter la situation actuelle, car on a des changements rapides qui peuvent être observés dans ces milieux-là et les données géospatiales ne sont pas forcément à jour. Donc notamment avec le développement résidentiel qui peut être fait sur les friches, le reboisement, les remises en culture, etc. Il est important de faire une première validation de l'état actuel des friches priorisées par photo-interprétation, donc à l'aide d'images satellites notamment, mais qui soient récentes. Donc ici j'ai mis un exemple. Cette friche-là avait été sélectionnée comme friche adéquate et avait un rang assez élevé de priorité selon notre analyse multicritère. Mais comme vous pouvez le voir, entre 2020,
les dates sont inversées, je m'excuse. Entre 2018, pardon, je vais y arriver. Donc la photo d'en haut, oui, on observe une friche. Et puis 2022, la photo d'en bas, ben, on voit qu'il y a du développement résidentiel qui s'est fait sur cette friche-là. Donc cette friche-là serait donc à écarter de la sélection. Donc avec cette validation, vous allez pouvoir vraiment ajuster les limites spatiales des friches, affiner l'analyse de priorisation. Euh, Ce qui est donc essentiel avant de passer au volet 2. Le volet 2, c'est vraiment ça qui va faire la force de ce guide-là et de cette méthodologie, comparé à, c'est ça, à l'Atlas qui vraiment s'arrête aux analyses géomatiques. Ici, on va valider l'état actuel des friches priorisées grâce à des visites sur le terrain. Donc, l'idée, c'est de vérifier les caractéristiques qui peuvent pas être observer au moyen des images géospatiales, puis de mettre à jour aussi les données. Euh, donc pour ça, donc les visites doivent être faites idéalement in situ, mais c'est sûr que c'est pas toujours possible. Ça demande notamment l'autorisation d'accès de la part du propriétaire du terrain, ce qui est parfois difficile d'obtenir, soit parce que il y a plusieurs propriétaires, parce que la friche est grande, soit parce que les gens ont une certaine réticence. Enfin, à ce moment-là, parfois il est possible de faire des observations ex situ donc depuis un espace public adjacent, c'est tout à fait possible dans certains cas. En tout cas, ce qu'il est important de garder en tête, et c'est lié à ce que je viens de dire juste avant, c'est que il est important de visiter plus de friches, pas nécessairement toutes les friches du territoire, mais de viser plus de friches que seulement celles que vous avez l'intention de prioriser, parce que justement, ces visites sur le terrain vont un peu chambouler et en tout cas ajuster, affiner la priorisation vraiment issue essentiellement des analyses géomatiques. Donc l'idée donc, est de valider les éléments d'intérêt des, euh, des friches visées. On a d'abord besoin de vérifier l'état actuel de la friche, tout bêtement si c'est une friche ou pas. Là, dans la photo qui est présentée, on est arrivé, c'était un milieu humide finalement. Mais après, ça vous permettra aussi de constater si la friche, elle est plutôt herbacée, plutôt arbustive, en tout cas de voir l'état actuel de la friche. Un autre élément important à relever, ce sera la présence, l'abondance d'éléments d'intérêt pour la faune. Donc, ces éléments-là peuvent être liés à des utilisations diverses par la faune, donc que ce soit pour des perchoirs, pour la reproduction, pour une source de nourriture, un abri, etc. Euh, Ici, nous, on avait sur le site euh, en photo. On a repéré donc des piquets qui peuvent servir de perchoir pour les oiseaux. Et puis un arbre isolé au milieu de la friche qui va pouvoir également être utilisé par la faune. Un autre élément clé, ce sera la présence et l'abondance de plantes exotiques envahissantes. Donc ici, nous, on avait du panneau sauvage, on a aussi beaucoup vu de roseaux communs. Euh, Juste pour citer ces deux espèces-là. Euh, mais ça va être important pour ensuite prévoir et anticiper les actions à mener euh, dans la suite du projet. Éventuellement, il pourrait y avoir à faire du contrôle de plantes exotiques envahissantes. Il est important aussi de noter les autres menaces comme du développement urbain, mais aussi des routes à proximité, de la pollution. Et enfin, il est possible de faire des inventaires pour marquer la présence d'espèces fauniques et floristiques d'intérêt, donc que ce soit des espèces en situation précaire ou non, mais en tout cas des espèces associées aux friches et qui vont en bénéficier.
Pour faire cette validation des éléments d'intérêt, des outils sont à votre disposition et ont été développés comme je le disais un peu plus tôt. C'est vraiment des outils que vous allez pouvoir adapter en fonction de vos besoins. Il y a tout d'abord une fiche de terrain qui va permettre de réunir les informations d'identification de la friche à visiter euh, et qui sera à remplir donc avant la visite. Ensuite, le formulaire de caractérisation des friches d'intérêt, ça va être vraiment l'outil qui va vous accompagner sur le terrain. Il est disponible au format papier et on le verra ensuite au format électronique. Il va permettre donc de récolter les informations que je mentionnais sur les éléments que je mentionnais juste avant. Donc, l'état actuel de la friche, euh, les éléments d'intérêt pour la faune, les plantes exotiques envahissantes, les menaces, les espèces fauniques et floristiques d'intérêt. Et enfin, vous avez la possibilité aussi de faire un schéma de la friche, ce qui peut s'avérer très utile, comme on va le voir par la suite. Ici, donc c'est la version électronique qui s'utilise avec l'application ArcGIS Survey 123. Euh, c'est assez simple d'utilisation pour ceux qui ne seraient pas familiers et ça reprend vraiment le même schéma. Euh, il permet également de faire des schémas sur une carte et de prendre des photos et de lier ça directement, de l'intégrer au formulaire directement. Donc, voilà, pour en faire un peu. Euh, et donc, afin de tenir compte du caractère dynamique des friches et des erreurs éventuelles de cartographie, ces formulaires-là vont vous permettre de diviser le site en différentes zones et de distinguer donc les types de milieux qui peuvent composer la friche, que ce soit ben, différencier les zones de friche herbacées, les zones de friche arbustive, mais aussi les autres milieux, que ce soit du milieu humide, de la forêt, etc. Puis aussi de noter les zones que vous n'avez pas pu forcément visiter parce que vous n'aviez pas l'accès, etc. Euh, donc, d'où aussi l'importance du schéma. Ici, c'est... euh, donc, voilà. Et finalement, la dernière étape est de procéder à la priorisation finale des friches. Donc, il s'agit donc de valider et affiner la priorisation établie au volet 1 en intégrant les informations collectées lors des visites sur le terrain. Donc, ça peut être pertinent de reprendre en fait toutes les étapes de l'analyse en considérant ces données-là. Donc, vous allez par exemple pouvoir ajuster la superficie d'une friche parce que il y a du développement anthropique qui s'est fait sur une partie du site ou vous pouvez même ajouter des critères pour prendre en compte les éléments d'intérêt que vous avez identifiés sur les friches, sur les sites. Et cela va permettre en fait de recalculer la valeur de conservation de chaque friche, de les reclasser et de réattribuer les rentes prioritaires pour finalement identifier les friches à prioriser pour la conservation de la biodiversité sur le territoire visé par votre projet. Donc finalement, c'est à ce moment-là que nous, Québécoiseaux, dans notre projet, on sélectionnerait les 20% des friches les mieux classées pour pouvoir ensuite euh, passer à la suite de notre projet. Donc voilà, en conclusion, ce guide présente vraiment donc une méthodologie simple qui va vous permettre d'identifier les friches à haute valeur de conservation à l'échelle locale ou régionale. Euh, et donc, vous pouvez l'utiliser, puis l'adapter en fonction de vos contraintes, de vos besoins, de vos objectifs. Euh, et ensuite, cela vous permet d'orienter vos actions de conservation ou de mise en valeur dans la planification et l'aménagement du territoire. Euh, c'est important de commencer à intégrer vraiment les friches afin de maintenir les écosystèmes en place. Euh, et de prendre en compte les menaces qui pèsent sur les friches et les espèces qu'elles abritent. Donc, encore une fois, vous retrouverez donc ce guide et ces outils sur le site web de Québec Oiseau. Les références sont en fin de diaporama. Donc, que ce soit l'atlas des BTSL, l'étude sur la valeur écologique des friches et le guide.
Euh, Vous pouvez également consulter le dernier volume de la revue Natura, publiée par le Réseau des milieux naturels protégés, dans lequel on a écrit un article sur ce sujet-là. Encore une fois, je tiens à remercier le CREC et l'UPA pour leur contribution à ce projet. Euh, et puis, je pense que ça fait le tour de la présentation et on va pouvoir passer aux questions. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci Laura. Je pense que ça fait vraiment un beau tour de tous les outils des guides, là, qu'on espère que ça va susciter de l'intérêt. Il y a déjà un engouement pour les friches là, qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années. Il y a plusieurs municipalités, même la CMM travaille sur la conservation des friches, donc il y a un besoin de conservation. On va passer aux questions. Je vais y aller avec. On vous avait invité à écrire vos questions dans la question-réponse. Première question rapide au niveau technique, là, comment on traduit une friche en anglais? Nous, on a toujours traduit ça par old field. C'est le terme qu'on a utilisé et qu'on utilise couramment pour désigner une friche en anglais. Puis pour ce qui est de comment on définit l'habitat d'intérieur d'une friche, Laura l'a bien présenté, là, c'est d'éliminer une bande de terrain, de territoire qui est en bordure de la friche pour éliminer les effets de bordure là, liés à la prédation, entre autres, pour garder juste le noyau, le cœur d'une friche. Alors, pour aller à des questions un peu plus précises, Laura, on a une question qui nous demande pourquoi les oiseaux sont mis de l'avant pour l'identification des friches d'intérêt. Pourquoi on n'a pas, par exemple, considéré les couleuvres, les pollinisateurs ou d'autres groupes fauniques qui constituent la biodiversité? Oui, alors c'est sûr que sur la présentation, j'ai pas mal mis l'accent sur les oiseaux, tout simplement parce que c'était l'exemple en tout cas, l'exemple que j'ai utilisé pour un projet Québec Oiseau. Donc, Québec Oiseau, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme qui œuvre pour la conservation des espèces d'oiseaux en péril au Québec. Donc, forcément, pour nous, en utilisant ce guide-là, on visait donc un projet de conservation du goglu des prés et de la sturnelle des prés. Mais comme je le disais, les objectifs sont vraiment propres à chacun. Et le guide en lui-même n'est pas spécifique aux oiseaux du tout. Vous êtes libre de fixer vos objectifs et les espèces que vous voulez viser ou si vous voulez juste faire de la conservation des friches au sens large, et il n'y a pas de problème avec ça non plus. Merci. Merci Laura. On a une question de Sarah Bouquera qui nous demande, bon, on sait que les friches sont des écosystèmes transitionnels qui ont une succession végétale puis qui sont peut-être voués à d'autres usages. Est-ce que le maintien des friches dépend de leur renouvellement et est-ce qu'on peut même penser à créer des friches? Euh, je, je pense que c'est sûr que ça demande, en tout cas, ça peut demander l'intervention de l'humain pour renouveler et entretenir les friches. Donc, ça peut être de la coupe et justement, c'est l'idée aussi le guide vous aide à prioriser les friches et après, à vous de voir les actions qui sont nécessaires pour maintenir ces friches. Donc, s'il s'agit de faire de la coupe régulière ou ce genre de choses, ça permettrait à ce moment-là de les renouveler. Mais il serait intéressant aussi, pourquoi pas, de développer des projets de formation de friches, tout à fait. Je sais pas si Benoît, tu veux ajouter quelque chose à ça, mais Ben, c'est sûr que c'est des milieux traditionnels puis qui sont voués à changer dans le temps. Donc, c'est des milieux qui ont besoin d'entretien et d'aménagement pour les maintenir en friche. Là. Ça, c'est, à moins, il y a certains endroits, quand, par exemple, où il y a des friches qui peuvent être comme des alevars, où les friches sont maintenues naturellement à long terme. Mais en général, ce sont des milieux qui ont besoin d'entretien. J'ai une question de Chelsea Paquette là, qui nous demande est-ce qu'on voit souvent les municipalités qui ont des programmes de plantation d'arbres, là, d'arbres dans des friches. Est-ce qu'il existe un programme pour inciter les municipalités à garder leurs friches en milieu ouvert, de favoriser leur maintien dans le paysage? ben, c'est justement un problème pour les friches, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de protection légale associée aux friches comme on peut en avoir pour les milieux humides ou les milieux forestiers. Euh,
Donc, et Benoît, tu me diras si je me trompe, mais a priori, non. En tout cas, légalement, il n'y a pas d'obligation à maintenir des friches et sans plantation d'arbres. Même la plantation d'arbres est souvent favorisée, ce qui en fait donc une menace pour les friches et ce qui va causer la perte de ce milieu-là, justement. D'où Ouais. l'importance de développer des projets de conservation de ce milieu-là. On a vu une présentation il y a une couple de semaines par Madame Anger à la Ville de Montréal où eux, ils ont un programme de gestion et d'entretien des friches pour pour différents usages, dont la conservation de la couleur brune, entre autres. Ça prend une volonté municipale de maintenir ces milieux-là à l'état de friche pour différents services écosystémiques, dont la conservation de la biodiversité. Il y a Linda Perez qui nous demande quelle période a été utilisée pour les espèces à statut, euh, pour les analyses de priorisation, quelles bases de données ont été utilisées, jusqu'à quelle date les données ont été retenues, là. Donc dans le cas du projet de Québec Oiseau là, qui visait donc le goglu des prés, l'asturnelle des prés, on a utilisé les mentions eBird et les données SOS Pop pour ces deux espèces-là dans les 10 dernières années. C'est bon. Il y a Mme Michaud qui nous... elle aimerait revoir la diapositive Oui, là, sur les références là, associées au projet. la Euh, voilà. merci. Le PDF de la présentation va être aussi disponible sur le site de Québécois. Je suis en train de voir les prochaines questions. Marie-Claire Leblanc. J'aimerais vous entendre concernant les friches humaines. Pouvez-vous parler de leur valeur, de leur identification? Font-elles partie des priorités? En fait, c'est de voir il y a une superposition ou non des couches de friches et de milieux humides sur les données géospatiales. On pense à, donc, un mot sur la priorisation des friches humides. Euh, c'est c'est vrai que elles ont pas été, on n'a pas trop abordé la question, puis le guide en fait pas nécessairement mention. Mais c'est ça. Elles ont aussi leur valeur propre et puis une biodiversité à protéger. Leur identification à ce moment-là, ben, euh, ça dépendra donc des données géospatiales qui peuvent permettre de les identifier. Probablement que les visites sur le terrain à ce moment-là vont faire le gros de la job. Euh, mais oui, elles peuvent bien sûr faire partie des priorités. Ça serait important de les inclure dans ces projets-là. C'est sûr que pour rajouter, tout dépend de la donnée de base, l'intrant de la donnée géospatiale que vous utilisez. Habituellement, pour une cartographie de l'occupation du sol, il n'y a pas de chevauchement des types d'écosystèmes. Donc, les friches vont être en soi, les milieux humides vont être en soi. Puis les friches, c'est le milieu le plus difficile à cartographier dans une cartographie à partir des données géospatiales. On peut penser aux marécages arbustifs qui peuvent être classés friches selon d'autres critères, mais c'est une très bonne question, mais puisque Laura présente aussi la visite terrain est essentielle pour aller valider l'état des friches. On a une question de Gaby Dupont. D'où viennent les données d'occurrence d'oiseaux champêtres? Tu l'as répondu avec les données des SWESPA. Euh, je vais passer à la prochaine question. Ah, c'est Linda Perez qui nous demande combien de friches ont été visitées lors de la validation de terrain. Dans notre cas, on a visité, je pense que c'était entre 20 et 30. Euh, et combien on a pu confirmer comme étant des friches d'intérêt. Alors, là, c'était un peu particulier parce qu'on était en phase de test de l'outil. Les visites n'ont pas été refaites une fois l'outil amélioré, puis la méthodologie un peu perfectionnée. Donc, on y est vraiment allé avec les friches comme de tout rang de priorité. Parce que justement, on voulait vérifier à quel point les analyses géomatiques arrivaient à établir un classement correct et représentatif de la réalité des friches. Donc, on a visité aussi bien des friches très bien classées que des friches moins bien classées. Euh, puis, c'est ça. Et au final, on a constaté que
les visites de terrain sont absolument essentielles parce que même si les analyses géomatiques font quand même un bon tri, on avait quand même des friches bien classées qui finalement euh, étaient pas des friches ou alors en tout cas plus. On avait notamment beaucoup de confusion avec les champs de foin. Après, là aussi, c'est des friches qui peuvent être éliminées avec de la photo-interprétation, comme j'en parlais tout à l'heure. Puis, on a des friches qui finalement se retrouvent un peu plus bas dans le classement et qui finalement, après visite sur le terrain, méritent vraiment d'être considérées pour de la conservation. Donc, à ce moment-là, c'est important de pas se limiter juste à l'objectif qu'on s'est fixé pour faire les visites de terrain, mais visiter un peu plus de friches, puis ensuite revoir le, le classement. Est-ce, est-ce que la visite de ces friches-là vous a mené à rencontrer des propriétaires, peut-être à démarrer des actions de conservation volontaire ou d'entente de protection avec eux? Non, pas encore. Pas encore. On n'est pas allé jusque-là. Mais en tout cas, on garde bien de côté les observations qu'on a faites. Puis le guide et la méthode pourraient justement être, en tout cas, euh, donner naissance à des nouveaux projets qui justement mèneraient à la rencontre de propriétaires et à la sollicitation d'entente de protection. Ce serait l'idée, oui. Merci. On a une question de Chanel Racine Minot qui nous demande, c'est une très bonne question. Euh, Quand est-ce que c'est important de maintenir une friche dans un cas, par exemple, où une friche est située entre deux massifs forestiers puis que ça pourrait participer à laisser aller la friche pour participer à une connectivité plus importante pour les espèces forestières? Est-ce qu'à un moment donné, on décide de laisser aller une friche pour des objectifs de conservation des milieux forestiers ou autres? Juste t'entendre un petit peu ton opinion là-dessus, là. Euh, f- tu verras, Benoît, si tu veux compléter, mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être du cas par cas. Dans ce cas-là, euh, ça peut être aussi important, ça, euh, de déterminer, enfin, de faire une visite sur le terrain, de voir justement un peu euh, l'intérêt de la friche pour la conservation. Est-ce que, oui ou non, la friche présente un fort intérêt pour la conservation parce que justement, elle présente de nombreux éléments d'intérêt pour la faune, puis est-ce qu'il y a une présence d'espèces fauniques et floristiques à haute valeur de conservation, et à ce moment-là, juger de si oui ou non la friche euh, devrait être maintenue en friche, ou alors est-ce que justement, comme dans l'exemple donné ici là avec la connectivité de massifs forestiers, est-ce que justement il y aurait peut-être une ce serait peut-être mieux de finalement la laisser aller en forêt. J'imagine que ce serait un petit peu au cas par cas et la visite de terrain pourrait permettre de prendre cette décision. Oui, c'est beaucoup en lien avec les objectifs de conservation, puis vos objectifs à vous dans votre projet. Si vous voulez prioriser, augmenter des massifs forestiers pour favoriser la grille des bois, par exemple, au détriment de laisser aller des friches, ben, c'est sûr que certaines espèces vont bénéficier d'autres. C'est vraiment en lien avec vos objectifs à vous. Une question ici, conservation de 20%. On parlait d'un seuil de 20% de représentativité. D'où vient ce 20%-là? Quel est l'état de référence? Je peux peut-être répondre. C'est quand on a fait la classe de basse-terre, le 20% était basé sur, entre autres, les objectifs d'Aichi où on visait 17% de conservation des milieux naturels. Donc, on s'est mis un seuil de 20% pour approcher ce seuil-là. Mais le seuil de 20%, c'est pas absolu. Tu sais, on va classer des friches en ordre de priorisation selon les critères, puis on peut déterminer d'en prioriser 5, d'en prioriser un pourcentage ou autre. Donc, c'est vraiment pas absolu. Mais là, maintenant, on est rendu avec un objectif de 30% de conservation des milieux terrestres et aquatiques. Donc, c'est vraiment modulable, là. Puis l'autre question, c'était dans un milieu naturel non anthropisé, qu'est-ce qui cause la présence de friches? Comment on peut retrouver des friches dans un milieu qui n'est pas sujet à l'activité humaine?
À ce moment-là, on a des perturbations naturelles, tout simplement, qui vont former les friches et les entretenir. Donc, un exemple, c'est les feux de forêt, à ce moment-là, qui vont pouvoir créer des friches et puis les entretenir. Donc, des perturbations naturelles comme ça. OK. Il y a aussi, j'ai mentionné tantôt les alevars, qui sont un écosystème en soi, qui sont très rares, là, qu'on retrouve seulement en Outaouais et en Montérégie, mais ça a une structure un peu de friche qui sont maintenues naturellement parce que le sol est propice à maintenir des milieux ouverts dans le paysage, là. Il y a Valérie de la MRC de la Matanie qui nous écrit. Elle dit bonjour, en zone agricole avec l'UPA, on a mentionné qu'on voulait prioriser certaines friches. Ça serait quoi l'avantage? Puis l'objectif recherché par les producteurs agricoles pour garder des friches dans leur territoire. Ben, le premier objectif, ce serait tout simplement de participer à la conservation de la biodiversité, mais de manière plus pratique, c'est euh, tous les services écologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont être bénéfiques pour l'humain et notamment pour les producteurs agricoles. Donc avec par exemple l'attrait des insectes pollinisateurs qui vont participer, enfin aider à la production agroalimentaire, mais aussi qui vont attirer les espèces insectivores qui vont faire du contrôle des ravageurs. Puis après, on a tout ce qui est interception des eaux de ruissellement et ce genre de services écologiques qui vont finalement être bénéfiques pour la production agricole. Merci. Cathy Duguay nous demande, est-ce qu'il y a des initiatives de conservation des friches dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre? Je peux lui répondre parce que je suis très familier avec le dossier. Il y a pas de plan de conservation ou d'initiative comme tel pour la conservation des friches. Il y a tout un gros volet de restauration, de ramener des milieux naturels dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Donc, les friches, s'il y a des friches d'intérêt qui ont été identifiées dans l'Atlas des bassins, tant mieux. On peut avoir leur localisation. Mais c'est des milieux d'intérêt très certains pour les oiseaux champêtres, puis à plein inondable pour la perche chaude, entre autres. Donc, ça fait partie de la réflexion de restaurer les milieux naturels dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Donc, les cultures pérennes, les friches, font toute partie de la réflexion. Puis Annie Goudreau qui nous demande est-ce que les shapefiles des friches d'intérêt sont disponibles? Les friches d'intérêt, les données sont disponibles pour l'Atlas des basses-terres, pour l'ensemble des basses-terres sur le site de l'OGSL, l'Observatoire global du Saint-Laurent. Je ne sais pas si pour vos projets pilotes, Laura, vous avez l'intérêt de rendre ça disponible. Ben, je pense pas, étant donné que c'était essentiellement une phase de test pour l'instant. Si par exemple nous on en venait à vouloir vraiment développer des projets de conservation dans cette région-là, à ce moment-là, je pense que on reprendrait un petit peu tout ça au propre. Euh, donc je pense pas qu'il y aurait vraiment nécessairement un intérêt à partager Shapefiles. Puis de toute manière, toutes les données qu'on a utilisées pour en arriver là, sont disponibles. Mais bon. Il y a Véronique Michaud là, qui travaille pour Hydro-Québec là, qui nous dit qu'Hydro-Québec encourage beaucoup les municipalités à faire une gestion active en fait, une gestion différenciée de la végétation dans leurs friches pour les entreprises qui sont sur leur territoire pour maintenir des friches herbacées sur le terrain. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, Véronique nous dit que les outils qu'on a présentés devraient être utilisés. Euh, fait que c'est une bonne nouvelle. Vincent Laurie de la Fondation CETI nous demande, connaissez-vous des ressources? Oups, j'ai perdu ma question. Connaissez-vous des ressources traitant de la restauration de friches ou de leur création? Zone gazonnée vers une friche entretenue, par exemple. Est-ce que vous avez des recommandations? Mm. Euh, je j'en connais pas, ça me vient pas là, Benoît. Est-ce que toi, tu aurais des ressources à recommander, peut-être? Ben, il y a des guides là, qui ont été produits pour la conservation et la restauration des friches. Je pense entre autres au Creux Montérégie qui ont travaillé sur des outils pour les friches. Il y a beaucoup de projets de conservation qui se font pour favoriser les pollinisateurs. Donc, il y a des activités de sensibilisation et d'intendance auprès des municipalités, entre autres, et du monde agricole pour maintenir soit des bandes herbacées autour des champs ou de maintenir des friches avec des plantes mellifères dans les municipalités. Donc, il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas de ressources comme telles, mais il y a quand même des initiatives et des guides qui existent.
pour essayer de favoriser le maintien des friches pour différents usages, dont beaucoup les pollinisateurs, puis on pense aussi à la conservation du monarque. Si je trouve des ressources pertinentes, je l'ajouterai dans le diapo, sur la diapo haute référence. Euh, ou si quelqu'un connaît des ressources qui seraient pertinentes, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel ou quoi, puis je les ajouterai au diaporama pour qu'elles soient à la disposition de tous. Il y a Rebecca Matt qui nous demande est-ce que vous avez retrouvé des gognos et des sturnelles dans les friches herbacées qui ont été visitées, mais qui n'étaient pas dominées par les graminées, des jeunes friches là, où on retrouve beaucoup de verges d'or, par exemple? Euh, Alors non, on a trouvé du gogleux et de la sturnelle, mais c'était dans des champs de foin adjacents. Mais finalement, en fait, ils bénéficiaient des friches là, c'est ça. C'était plus des occurrences dans la zone tampon, disons. Mais à ce moment-là, il y a quand même un intérêt pour la conservation de la friche. Mais en tout cas, pas d'observation de nidification active dans les friches visitées. C'est sûr que ça dépend aussi de l'âge de la friche. Là. Plus il y a d'espèces vivaces qui s'installent à long terme, puis les arbustes qui peuvent aussi intégrer de la friche avec le temps, ça va donner des milieux moins propices pour ces espèces d'oiseaux champêtres-là. Mais les jeunes friches herbacées, terres abandonnées de quelques années, dans plusieurs cas, on peut voir des gobelis, puis ça participe aussi à l'attrait du paysage pour ces espèces-là. Là, je me regarde les questions qui restent. Monsieur Morin, merci des pays d'en haut. Compte tenu de l'importance des friches et de leur durée limitée, on pense à la succession. Il serait peut-être intéressant d'élaborer une stratégie pour maintenir un pourcentage de friches sur un territoire. Ton avis, Laura? Euh, Oui, oui, tout à fait. Puis la présentation va dans ce sens-là. Après, le guide, les outils invitent les gestionnaires de territoire à, à élaborer cette stratégie, en tout cas à une échelle plutôt locale et régionale. Une stratégie globale serait probablement vraiment intéressante et probablement même, euh, c'est ça, si c'est accompagné peut-être d'une protection légale ou quoi, mais en tout cas, en attendant, ce guide vous permettra d'élaborer cette stratégie à l'échelle de votre territoire. Puis, ça serait déjà un très bon début, je pense. C'est bon. Gabi Dupont nous demande, est-ce que les données SOS Pop sont plus complètes que celles du CDPNQ? Est-ce que Euh, je peux quand même y Vas-y. répondre parce on gère beaucoup la base de données maintenant au SOS Pop au Service canadien de la faune. C'est que la base de données SOS Pop est plus à jour que le CDPNQ pour les oiseaux parce que il y a l'intrant premier, c'est SOS Pop. Une fois que les données sont bien analysées et nettoyées, les données sont versées au CDPNQ. Fait que pour avoir les données d'occurrence des espèces d'oiseaux en péril, les plus à jour, c'est mieux de contacter le Service canadien de la faune pour obtenir les données SOS Pop. Éventuellement, il va y avoir une harmonisation en direct entre les deux. On est justement en gros restructuration de SOS Pop, mais les deux banques de données se parlent. Il y en a juste, c'est juste que SOS Pop est un petit peu plus à jour pour certaines espèces. Annie Goudreau nous demande, l'une des grandes menaces, c'est le reboisement en milieu agricole. Il serait intéressant que cette présentation soit faite auprès des forestiers. Tout à fait pertinent. Puis justement, même ben, outre la présentation, ça pourrait être un projet intéressant pour un organisme de conservation, par exemple, d'approcher les forestiers avec justement euh, ces informations-là. Puis après application de la méthodologie du guide et puis sélection des friches d'intérêt. À ce moment-là, si une friche est menacée par du reboisement sur le territoire visé, ben, à ce moment-là, ça pourrait être très intéressant d'approcher les forestiers pour les sensibiliser à ça. On parle aussi, là, comme complément d'information, de reboisement des coulées agricoles. Il y a des projets qui se font à l'échelle du sud du Québec. Euh, il y a des coulées agricoles qui ont été priorisées pour le reboisement, mais dans l'analyse du groupe Habitat, les coulées agricoles qui sont en friche où il y avait présence d'espèces menacées, entre autres, sont carrément écartées des sites prioritaires pour le reboisement, puis on veut maintenir ces milieux-là en friche.
Donc, il n'y a pas d'autres questions dans la boîte de questions-réponses. Je regarde l'heure, il est 11h05. Le webinaire est enregistré et va être disponible sur le site de Québec Oiseau, tout comme le PDF de la présentation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, merci Laura, c'était très, très pertinent, très intéressant. Une petite question qui rentre ici. Est-ce que c'est envisageable de travailler avec les parcs pour laisser les zones gazonnées en friche? Est-ce qu'on parle de parcs urbains ou de parcs de la CEPAC ou autre? En bref, les gestionnaires de territoires protégés comme les parcs, est-ce que c'est envisageable de travailler avec eux? Je vois pas pourquoi pas. Enfin, ça me paraît en tout cas pertinent de, de les approcher. Oui, je vois pas pourquoi ça ne serait pas envisageable. Tantôt, j'ai mentionné la ville de Montréal, là, qui, dans la gestion de leurs grands parcs urbains, qui ont des programmes dédiés à la conservation des friches là, pour certains services écologiques. Là. Mm, mm, Bon, il y a une Joël Guérin qui nous dit, bon, dans le cadre des OGAT, le ministère des Affaires municipales demande au MRC d'identifier et de caractériser les secteurs en friche agricole, puis prévoir des moyens de revaloriser celles qui présentent un potentiel de remise en culture. Euh, c'est sûr que, bon, j'ai ton avis là-dessus, puis j'ai mon avis aussi, là. mm. Laura. Euh, oui, en soi, je sais pas s'il y a un avis à avoir là-dessus, là, mais ça me paraît être une bonne approche, une bonne approche. Puis le guide peut aider dans ce sens-là aussi, en tout cas pour la phase d'identification, et de caractérisation, là. Ben, c'est sûr que les friches, comme je le dis tout le temps, c'est les mal-aimés de la conservation. Souvent, le monde agricole voit du blé d'Inde dessus, les forestiers voient des arbres dessus, puis les gens en milieu urbain, ils voient des maisons. Mais il y a quand même un besoin de conservation, Laura l'a très bien démontré. Donc, c'est ça, c'est des milieux qui sont traditionnellement pas in- intégrés dans la planification de la conservation, mais c'est ce qu'on vise avec nos études des dernières années, de considérer ces milieux-là pour différents services écologiques, dont la biodiversité, mais dont aussi des services d'amélioration de la qualité de l'air, qualité de l'eau et autres. Là. Donc, il y a pas vraiment d'adéquation avec les objectifs des OGAT du gouvernement, mais Mhm. c'est un écosystème qui participe à la conservation en général de la biodiversité et des services écologiques. Donc, je vous remercie beaucoup. Comme je disais tantôt, les informations vont être disponibles sur le site de Québec Oiseau. Mm, Euh, on est disponible, Laura et moi, pour répondre à d'autres questions. Écrivez-nous. Puis on espère que ce guide-là et les outils vont être largement utilisés. Puis si vous détectez des problèmes, vous voyez des améliorations, ben faites-nous en part. Puis c'est juste comme ça qu'on va s'améliorer là, pour que les outils soient les plus efficaces possibles. mm. Mais merci beaucoup. Merci Laura. Merci à vous pour votre Merci à participation. toi. Merci à toi, Benoît, et puis oui, merci à tous. Euh, Merci. Bye bye. Bye.